Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Soccer, le podcast qui vous parle du soccer nord-américain. Et cette semaine, après avoir fait un peu de Canadian Premier League la semaine passée, on se concentre sur la Major League Soccer avec un petit peu aussi de Coupe du Monde U20 en fin de podcast. Donc un programme assez intéressant. On va parler notamment du match des All-Stars et pour cela, je vais introduire mes deux coéquipiers pour ce podcast. Adi, Raphaël, comment ça va? Salut, ça va Antoine et toi? Ça va très très bien. Et avec nous aujourd'hui, un rédacteur Culture Soccer, Léo Willemin. Comment tu vas, Léo? Bien et vous? Très très bien, on est très heureux de te revoir. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas eu sur le podcast. Et on rappelle que tu écris pour nous sur la Ligue 1, donc la 3e division des États-Unis, mais aussi un petit peu de MLS. Et puis tu es un grand fan du FC de Dallas. On va parler ensemble donc du match des All-Stars, mais avant ça, on va parler un petit peu aussi des nombreuses retraites qui sont arrivées récemment, puisque la MLS déjà avait annoncé la retraite par exemple de Tim Howard avant le début de saison. Et puis rien que dans la semaine dernière, on a eu Chad Marshall, l'historique joueur de Seattle et de Columbus qui s'est arrêté. On a eu DeMarcus Beasley qui a annoncé sa retraite après la fin de la saison. Et Sal Zizzo, un petit peu plus anecdotique, mais qui a été un membre des nombreux effectifs MLS, sans forcément être titulaire à chaque fois, mais qui a aussi annoncé sa retraite. Et puis Wondolowski, qui a battu le record de buts marqués en MLS en y passant Donovan. Donc beaucoup de news au niveau des dinosaures de la MLS. Est-ce que, Adi, tu voulais aussi parler d'un autre dinosaure qui s'en va? Exactement, et pour moi, un des meilleurs gardiens de l'histoire de la MLS, même que jusqu'à maintenant, même à 39 ans, c'est quand même un monstre. Je le trouve encore très très bon. Bon, il est plus aussi rapide sur ses réflexes malheureusement, mais sauf que il est quand même encore très 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 bon pour le Real Salt Lake. C'est Nick Rimando. Je vais avoir la chance de pouvoir le voir mercredi où il vient à Montréal, donc ça va être spécial pour moi parce que c'est un gardien que j'ai toujours adoré. Je l'ai suivi un peu partout. Je trouve vraiment dommage qu'il n'a pas eu sa chance comme il faut en équipe nationale américaine, mais ça, c'est une autre paire de manches. Ouais, c'est marrant, comme d'ailleurs Chad Marshall aussi, pour moi un des meilleurs défenseurs centrales de la Ligue, qui n'a pas eu beaucoup de place avec l'équipe nationale américaine, selon 12 sélections. Toi, est-ce que Léo, tu as un des noms que je citais que tu aimerais peut-être rendre hommage ou une petite anecdote sur un de ces néo-retraités? Pas vraiment. Moi, j'aimais bien Chad Marshall. C'est vraiment un défenseur que je respecte énormément dans une équipe que j'apprécie moyennement, qui est Seattle. Donc, je suis bien triste qu'il parte, mais voilà, après, espérant qu'il y ait d'autres jeunes qui prennent sa relève et voilà, et que Tim Howard parte, et j'en suis très content. Voilà. Oui, il le fallait depuis un petit bout de temps. Donc, nous allons passer à l'équipe des All-Stars. Donc, l'équipe des All-Stars, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas grand-chose au sport américain, c'est une sélection des meilleurs joueurs de la MLS qui affrontent. Alors, au début, c'était une sorte de bataille entre conférences. Maintenant, c'est contre une équipe européenne, en fait, depuis quelques années. Et cet été, ce sera à Orlando contre l'Atlético Madrid. Et il y aura 23 joueurs sélectionnés. Certains le sont par les fans. Il y en a un qui est par FIFA, ou celui qui marque le plus de buts, celui qui est utilisé pour marquer des buts sur FIFA sera choisi. Il y en a qui sont sélectionnés par le commissaire de la Ligue, Dundar Garber, souvent des dinosaures à qui on veut faire justement donner un dernier petit hommage. Donc on pourrait penser à Wondolowski par exemple. Et puis il y en a aussi qui sont choisis par l'entraîneur, qui est choisi par les fans. Donc on va parler de tout ça ensemble, mais surtout on va faire nos équipes, nos 11 All-Stars. On a vu que pas mal étaient relayés sur les réseaux sociaux. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que souvent ce sont les fans les plus hardcore qui font élire juste leurs joueurs. Et l'année prochaine, on a vu gros problème d'avoir une grosse majorité de joueurs d'Atlanta, puisque les fans d'Atlanta sont apparemment très très rapides pour voter et aiment bien voter tous les jours. Très nombreux. Très très nombreux aussi, oui, c'est vrai. Comme les fans de LAFC d'ailleurs. Ouais. On a déjà les estimations pour les 2 premiers jours de vote. Et apparemment, l'équipe de Los Angeles FC et Atlanta sont majoritaires pour le moment. Donc, si vous n'êtes pas fan de ces deux équipes, je vous incite extrêmement à aller voter pour essayer de casser un petit peu, parce qu'on va se retrouver avec la moitié des deux équipes. Ça va pas être terrible. Et Adi, je sais, il est quand même rare que des joueurs montréalais d'ailleurs soient sélectionnés, non? Oui, effectivement, on le sait très bien que malheureusement, Montréal est un peu un marché à part en MLS, bon, du fait que c'est une ville francophone.
Bon, de temps en temps, même, c'est pas moi qui le parle qui le dit en tant que supporter montréalais, mais même les analystes de la MLS, donc pour ceux qui suivent le site officiel de la MLS, il y a des analystes qui sont pour ce site officiel-là, ils sont anglophones, Andrew Wiebe, Matthew Doyle, Bobby Warshaw. L'année passée, en fait cette année et l'année passée, ils ont décidé de suivre un peu plus l'Impact de Montréal, et il y a eu plusieurs articles qui ont dit « Je comprends pas pourquoi on ne suit pas plus cette équipe, il y a de très bons joueurs là-dedans. » Et c'est là où même ils ont dit comme quoi Nacho Piatti, le meilleur joueur de l'Impact de Montréal, le capitaine, maintenant le talisman de l'équipe, enfin, l'année passée, ils ont décidé que finalement, c'est un des meilleurs joueurs que la MLS a vu. Il est supposé être une légende, puis pourquoi on le voit pas assez? Donc, bref, il y a toujours un peu ce côté où, malheureusement, du fait de sa francophonie, Montréal est un peu oublié. Mais d'un autre côté, Piatti a été au moins nommé dans l'équipe des étoiles l'année passée. Cette année, je doute très fort qu'il soit nommé vu qu'il a été blessé pendant ça fait quoi, 11 matchs, 10 matchs il a été blessé pendant 10 matchs sur 15. Donc, ça va être compliqué qu'il soit choisi d'après moi. Mais après, de toute façon, tous ces joueurs ou toutes ces équipes qui sont moins médiatisées, souvent sont représentées grâce au choix, je le disais, du commissaire ou de la ligue ou de l'entraîneur. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe cette année. On va faire ligne par ligne un peu nos choix. Et on va commencer tout de suite, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Normalement, je crois que c'est le sélectionneur, il doit prendre un joueur presque de chaque équipe, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Ouais, et il me semble qu'il y a cette règle, mais je sais pas si j'ai cherché, je sais pas si elle est encore en rigueur cette année, mais c'est possible. Je sais que, comment il s'appelle, Tata Martino, il avait pris Matt Edge à Dallas. Donc j'estime qu'à mon avis, tout le monde doit prendre, à mon avis, un mec. Je sais pas s'il y avait quelqu'un de l'Impact l'an dernier. Oui, il y avait Piatti, mais oubliez pas, les gars, que maintenant on a 24 équipes, donc il y a juste 23 joueurs, donc ça va être impossible de prendre un de chaque équipe. Donc, faut pas oublier, je pense pas que cette règle-là s'applique. En tout cas. Oui, bon, après, tu as des équipes Cincinnati, Rapids. New England. Ça va être compliqué, ça va être compliqué de choisir un bon joueur, à moins peut-être Caicedo, mais enfin, on verra bien. On verra bien, en effet. Et puis, sachant que souvent, comme c'est un match un peu de gala, on va dire, en fait, il y en a 11 qui jouent en première mi-temps, puis 11 en deuxième. Enfin, c'est pas forcément un match où le résultat est très, très important. C'est comme dans tous les sports nord-américains, le match des All-Stars, c'est toujours un peu du n'importe quoi. C'est pas compétitif, c'est vraiment du spectacle. J'aimerais juste ajouter, par contre, excuse-moi, pour New England, peut-être Carles Gil qui fait un très bon début d'année. Hein, juste dire ça parce qu'on a un de nos auditeurs, Valdemas, j'ai pas envie de le fâcher non plus. Là. Mais non, en effet, tu es d'accord, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que j'aime. Bon, on va passer très rapidement parce que sinon ça va prendre 1 heure, mais c'est vraiment dommage que au début de la MLS, c'était un peu conférence contre conférence et c'était plus sympa, je trouve. Il y avait des jeux, des sortes de jeux de vitesse ou des jeux d'adresse de joueurs. Et c'était super cliché, mais ça avait vraiment un côté hyper marrant. Je me souviens qu'il y avait un challenge de goal où les 2 ou 3 meilleurs gardiens s'affrontaient dans des mini penalties ou des trucs de réflexe. C'était super drôle et bonne ambiance, et c'est vraiment dommage que la Ligue fasse plus ça depuis quelques années. Mais j'imagine qu'ils essayent d'être un peu plus sérieux, ce que je peux comprendre. Donc, contre l'Atlético Madrid, quel est notre 11 que nous avons choisi? On va faire ligne par ligne. On va commencer par la position de gardien et je vais laisser la parole à Adi pour commencer. Parfait. Ben écoute, pour moi, il y a un gardien qui est assez bon cette année. En fait, il y en a 2. Et vu que je suis partisan montréalais, je vais pas choisir mon gardien. Je vais choisir Bill Hamid. Bill Hamid qui, pour moi, fait quand même une bonne saison avec DC. On s'entend que Bill Hamid n'a pas une énorme défense devant lui. Les défenseurs centraux, c'est pas super bon. Pourtant, ils réussissent à quand même s'en sortir défensivement. Si je regarde un peu le classement point de vue défensif, ils ont juste 14 buts encaissés en 15 matchs, ce qui n'est pas beaucoup en MLS. Puis c'est ça. Pour moi, c'est Bill Hamid que, en tout cas, j'ai toujours adoré son habilité. Puis je le trouve assez bon dans les buts. Toi, Léo, vas-y. Alors moi j'avais hésité donc entre Stéphane Frey, donc le gardien de Seattle, même si je n'apprécie pas trop cette équipe, mais vraiment très bon, et Zach Steffen parce que pour ce qu'il a porté au Columbus Crew, qui était quand même une sacrée bonne équipe l'année dernière en playoff. Parce que moi je me suis vraiment basé pas trop sur ce début de saison parce que il y a beaucoup de points d'interrogation, ça reste un début de saison, il y a pas mal de compétitions internationales au milieu, on sait pas trop. Je me suis beaucoup posé la question par rapport à la fin de saison dernière, et pour moi Zach Steffen c'est un peu celui qui a permis au Columbus Crew d'arriver jusqu'en demi-finale de playoff.
Et vraiment, mais je pense que Stéphane Frey, le gardien de Seattle, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on pense que et qu'on dit que c'est un des meilleurs gardiens de la ligue. Et pour moi, ça l'est, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon 11. Et moi aussi, je l'ai mis dans mon 11. Un supporter de Seattle, c'est pas trop surprenant, mais pour moi aussi, oui, il le mérite. Et c'est vrai que je me suis aussi, pas comme Adi, basé sur le début de saison, mais plus sur un peu aussi la fin de saison dernière. Donc j'ai mis Stéphane Frey. Je suis Zach Stéphane, moi j'ai toujours trouvé bon, mais c'est pas pour moi, il est pas dans la conversation pour le meilleur gardien MLS. Je trouve qu'il y a de meilleur à son poste. J'ai failli mettre Crépeau, mais là aussi, ça a été vraiment juste pour le début de saison. Et Pyramide a dit, je suis moyennement d'accord aussi. Franchement, pour moi, ça. Il Frey, y a de bons gardiens, il y a de bons gardiens à MLS. Frey, je l'adore et je trouve que l'année passée, il a été extraordinaire. Mais je pense que cette année, Seattle, c'est tellement un rouleau compresseur que Frey, on le voit un peu moins que ce qu'on voyait dans les années passées. Et c'est pour ça que pour moi, je vois le All-Star, vu que c'est chaque année, je le vois, tu dois choisir l'année en cours parce que tu peux pas prendre l'année passée parce que l'année passée, il y a eu un autre All-Star. Donc moi, je le vois comme ça. Après, chacun a le choix de son ouais, c'est ça. évidemment. Là. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je pense aussi que justement, je parlais des choix du commissaire. Je pense qu'il y a une chance qu'il choisisse par exemple Rimando ou Howard pour toute sa carrière. Mais après, c'est compliqué comme il y a Howard et Rimando, c'est assez compliqué. Mais bon, on verra un peu comment ça se passe. Donc, on est assez consensuel sur les gardiens. C'est plutôt cool. Et on va passer maintenant aux 3 défenseurs. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à le dire avant qu'on se prenne des courriers de haine. Le 3-4-3, c'est pas notre choix, c'est le choix de la Ligue, ce qui est souvent amène des équipes complètement déséquilibrées. Donc là, le 3-4-3, il pourrait un peu pousser à avoir 3 défenseurs centraux et pas de latéraux. Est-ce que, Adi, tu es parti avec cette configuration? Non, pas moi. Je trouve qu'il faut quand même que tu aies, même dans un 3-4-3, il faut que tu aies quelqu'un d'assez mobile aussi. Donc, il te faut vraiment un latéral que tu vas reconvertir en défenseur central pour ce match-là. Ça, c'est ma façon de voir un 3-4-3 parce que sinon, tu vas toujours te faire prendre dans le dos. C'est comme ça que je le vois. Donc, j'ai pris en premier Romain Métanire qui fait un début de saison extraordinaire avec Minnesota. Walker Zimmerman, pas parce que je suis un bot qui vote pour LAFC, mais parce qu'effectivement, il fait un bon début de saison aussi avec LAFC. Puis enfin, Zakaria Diallo avec l'Impact de Montréal, qui, je trouve, est en train de s'établir comme un des meilleurs défenseurs centrales de la MLS pour sa première année. Sa deuxième année, mais sa première année où il joue, parce que l'année passée, il a été blessé pendant toute l'année. Il n'a même pas joué une minute. Donc, je trouve qu'il a été excellentissime depuis le début de l'année. Ça a l'air assez solide, en effet. Ouais. Toi, Léo, t'avais pour qui? Alors moi, j'ai mis 3 défenseurs centraux, parce que moi, les joueurs de côté, je vais les mettre sur... on en parlera ensuite, mais c'est des joueurs un peu polyvalents qui peuvent jouer ailier, défenseurs, milieu, donc on en parlera ensuite. Mais moi, j'ai mis, donc, vraiment, je me suis vraiment basé sur l'an dernier avec Aaron Long, Park Hurst et Matt Bessler. Donc vraiment, le défenseur des New York Red Bulls, Long, pour moi, il a été élu dans l'équipe type l'année dernière. Park Hurst... vraiment, si Atlanta a tenu aussi longtemps l'an dernier à aller chercher le titre, c'est en partie grâce à lui, même s'il est encore vieillissant. Ça fait un peu mal. Et Bessler, c'est un peu mon joueur, mon défenseur de l'Ouest que j'adore et que j'aimerais voir à Dallas. Et même s'il est un peu en difficulté, ça reste quand il formait la défense avec Ike Opara, ça reste une des meilleures défenses de la MLS l'an dernier. Donc moi, je mets ces 3 centraux vraiment très solides pour dégager tous les ballons de la tête et pour mettre des gros taquets de bourrin, quoi. Dommage que Griezmann reste pas parce que à l'Atlético, parce qu'il se ferait bien démonter physiquement, je pense, par les 3 là. C'est vraiment assez lourd, mais ouais, je comprends. T'es allé vraiment avec genre 3 défenseurs bien MLS. Ouais, bien MLS. Ouais, moi, j'ai pas du tout fait ça, mais je comprends un peu la logique. Perso, moi, je suis allé avec, comme au milieu de terrain, je vais mettre 2 milieux centraux bien défensifs. Je vais partir avec... en fait, il y aura que Zimmerman un peu devant Frey, parce que de toute façon, c'est le match All-Star, donc il faut aller full attaque. Donc seulement Zimmerman devant Frey, et puis après, j'ai mis Brad Smith à droite, parce que je le trouve excellent avec Seattle depuis qu'il s'est installé, et il est super offensif en plus. Et puis de l'autre côté, Brad Smith, je l'ai dit à gauche, et Métanire à droite. Romain Métanire qui fait un début de saison incroyable avec Minnesota. J'ai beaucoup hésité Zimmerman et González Pires aussi, j'aurais pu mettre Parkhurst, mais bon, on va laisser les jeunes américains jouer un petit peu, je pense. Mais Métanire, vraiment, il est impressionnant ce début de saison, et je pense qu'il sera sélectionné par je sais pas qui sera l'entraîneur de l'année, enfin l'entraîneur All-Star. Ouais, il y a des chances à cause des fans d'Atlanta que ce soit De Boer, mais... Ça sera De Boer, de toute façon, faut pas rêver, ou peut-être Bradley, mais enfin, je pense que ce sera De Boer. J'espère que ce sera Bradley. Mais ouais.
Donc il y a des chances que Métanire Enfin, j'espère que Métanire sera sélectionné parce que je le trouve excellent depuis le début de saison. Adi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je suis sûr que Métanire sera sélectionné. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment pas. Bon, à part si Atlanta, de nouveau, ils nous font chier avec et qu'ils faussent les résultats, là. Parce que je Il n'y a pas de regardais un latéral peu ce qui droit, se je crois, non? passe. Il n'y a pas de latéral droit à Atlanta. Il y en a pas. Ouais, mais t'as pas vraiment à choisir un latéral droit, right? Ouais. Tu dois choisir toi défenseur. Faut pas oublier aussi une chose qu'on n'a pas mentionné, que malheureusement, on peut pas. La MLS dans le vote nous donne un choix de position. Donc, on peut pas prendre un milieu puis le mettre en attaque ou bien Ouais, prendre mais un milieu et le mettre en défense. Donc, Métanire, par exemple, il n'est pas mis dans les milieux, donc on peut pas le mettre dans le 4 du milieu, même si ça aurait été logique de le voir en tant que ailier droit ou bien ouais, milieu latéral droit, ouais. avancé droit, exactement. Donc c'est ça, c'est pas possible malheureusement. Donc on est en train de suivre les règles que la MLS a imposées à tous ceux qui votent. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai mis 2 latéraux, parce que je compte aussi, enfin derrière, c'est parce que je compte équilibrer avec un milieu de terrain assez pas trop offensif. Donc on va passer au milieu de terrain. Adi, est-ce que tu peux donner notre ligne de 4, pardon. Ouais, bah écoutez, vu que j'ai voulu avoir des milieux qui soient capables de jouer offensivement, mais aussi défensivement, bah, j'ai mis à gauche Marc-Anthony Kaye, qui fait un début de saison extraordinaire avec Los Angeles FC et aussi qui a déjà joué à ce poste-là avec l'équipe nationale canadienne. Pour la droite, j'ai mis Alejandro Bedoya, qui est aussi capable de jouer en milieu droit, même s'il joue plus central cette année, qui est excellent avec l'Union de Philadelphie. Je le trouve vraiment, c'est le capitaine aussi, donc et Philadelphie va très très bien. Et au milieu de terrain, j'ai choisi plus un losange, donc avec un milieu défensif. Je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas nommer Samuel Piette, qui est pour moi extraordinaire cette année. Il a ajouté en plus un peu à son jeu en jouant un peu plus vers l'avant. Avant, il avait tendance à un peu trop jouer vers l'arrière. Il est vraiment extraordinaire. Et puis, un peu plus offensif, Lodero, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de la MLS, si ce n'est pas le meilleur au milieu de terrain. Il est extraordinaire. Puis, c'est impossible. C'est très intéressant ça, ouais. Tu joues avec 2 centraux un peu sur les côtés, mais j'imagine que ce sera plus un diamant, comme tu le disais, devant ta défense. Et du coup, le héros un peu pour organiser tout ça, ça va l'air assez solide. Piet, je suis assez d'accord avec toi, Ouais, même pareil. si je pense que il y a aucune. Enfin, je pense pas qu'il sera au MLS All-Star. Non, moi non plus. Parce qu'en plus, voilà, je pense que Kay sera préféré dans ce poste de numéro 6, ou voir Alonso, ou d'autres noms comme ça. Mais moi, je pense aussi qu'il y a de grosses possibilités que ce soit Atuesta, parce qu'Atuesta fait une saison de malade. Je m'y attendais vraiment pas, là, mais Atuesta, quel joueur! C'est ridicule avec LAFC. Vraiment, moi, je pensais que LAFC allait avoir beaucoup de problèmes cette année parce qu'ils avaient plus de numéro 6. Puis Atuesta est venu un peu de nulle part. Il était vraiment nullissime l'année passée. Puis là, il est en train d'exploser. Donc, c'est possible. c'est Atuesta. Et toi, Léo, alors ton quatuor de milieu de terrain? Alors à gauche, que des centraux, donc j'imagine que tu vas avec un milieu à 4 à plat, peut-être? ouais, j'ai mis un milieu à 4 à plat. Quoique j'ai joué avec un 8 et un 6, mais à gauche j'ai mis Chisalinas, le bon vieux milieu latéral ailier de San José, qui fait un début de saison, je trouve, incroyable. 10 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Enfin, il est extrêmement important pour Mathias Almeida dans son schéma tactique, et mais à chaque fois, je le trouve incroyable. Et vraiment, je voulais le mettre un peu à l'honneur, parce qu'on parle beaucoup de vieux briscards, et Chisalinas en fait partie, de ces mecs qui ont joué depuis le début, depuis 2008 pour San José, avec un passage à Vancouver et à Philadelphie. Mais vraiment, c'est vraiment un des mecs que je trouve qui fit particulièrement bien. En 6, bon, il a fallu mettre un mec de Dallas. J'ai mis Carlos Gruezo, parce qu'il fait partie pour moi des meilleurs 6 de la MLS. Mais bon, c'est comme Piet, comme Atuesta, on n'en parle pas beaucoup parce que ce sont des 6. Mais quand il est présent à Dallas, ça fait la différence. Là, on a une série de défaites. C'est un peu du fait qu'il soit pas là, qu'il soit blessé. Donc, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs. En 8, j'ai mis Bedoya, parce que pour moi, l'année dernière, la saison qu'ils ont fait Philadelphie, c'est en grande partie grâce à lui, et le trio Dokal, Bedoya, Medunjanin, qui était juste supérieur à beaucoup de milieux de terrain. Peut-être le meilleur milieu de terrain de la MLS l'année passée. Ouais, le meilleur milieu de terrain. Et juste au départ de Dokal, ils ont remplacé par, comment il s'appelle, Marco Fabian. Donc ils ont quand même bien recruté, ils sont quand même bien renforcés, et ils sont dans la tête de la conférence Est. Mais enfin voilà, Philadelphie, ils ont fait une saison l'année dernière assez aussi incroyable. Et après à droite, j'ai mis Paul Arriola,
parce que je voulais un peu mettre un peu à l'honneur un peu d'ici sans mettre Wayne Rooney ni Luciano Acosta que je trouve un peu trop overrated. Et je me suis dit qu'un petit Paul Arriola à droite qui peut jouer latéral, milieu, ailier, je trouve que ça fit particulièrement bien avec ma compo où tu peux vraiment changer. Donc voilà, je me suis dit on va mettre un petit peu de deepster un peu partout. Et, J'ai bien aimé. J'aime beaucoup. En fait, Ariola, en fait, j'ai beaucoup hésité. Mais le truc, c'est qu'il était un peu trop offensif pour moi, là. Mais c'est vraiment un très, très bon joueur. Pour ajouter par rapport à l'Union, il y a aussi le petit jeune Aronson qui fait ouais. un début de saison aussi extraordinaire. Tout jeune, à 18 ans seulement. Qui aussi a remplacé Fabien au milieu aussi, qui va très bien, là. Donc, ça m'étonnerait pas de voir un petit jeune faire son trou dans la liste. Et après, moi, Vas-y. j'avais hésité à mettre à la place d'Ariola, à mettre Afoul. Bon, le problème, c'est que bon, il peut être qu'en défenseur central. Et je le voyais bien à cette poste-là, parce que la fin de saison qu'il a fait avec le Crew, c'était quand même assez incroyable. C'était un des meilleurs latérales droits, un des meilleurs milieux. Enfin, il était tellement offensif, c'était genre juste incroyable. Et je trouve qu'avec Romain Métanire, c'était un peu le duel. Mais bon, là, comme il est blessé depuis le début de la saison, il a fait, je crois, 2-3 matchs. Vraiment, ça me désole un peu. Du coup, j'ai dû mettre Ariola à sa place à droite. J'aurais bien mis un petit Afoul. Ouais, mais c'est intéressant, vous êtes allé avec des pics bien hipster, j'aime bien. Les Bedoya, bon, Piet, un peu moins parce qu'on s'en doutait, mais Salinas aussi, Gruezo sont des mecs qui sont pas trop mentionnés. Moi aussi, je suis passé avec un milieu à 4, j'ai mis Kay un peu en 6, avec devant lui 8, on va dire, entre guillemets, Lodeiro d'un côté, ce qui joue de moins en moins en 10. Enfin, parfois, il remplace, parfois on joue des milieux à 3 en match, et puis Lodeiro passe en 8. Et à côté de lui, Jonathan Dos Santos, que je trouve vraiment très très bon cette saison avec Los Angeles Galaxy au milieu de terrain. Ouais. Et je pense de toute façon qu'il a beaucoup de chance juste parce que Galaxy est un club assez supporté. Et puis bon, je pense qu'il a des chances de se faire prendre. Et puis après, c'est un numéro 10 qui n'est pas vraiment numéro 10, qui est sûrement sur le côté. Mais j'adore Kataï. Et c'est vraiment un choix du cœur plutôt qu'un choix qui n'a aucune régularité. Je comprends. Ce mec est juste, genre, je le trouve excellent, mais le problème, c'est que Chicago est une équipe qui a tellement de problèmes. Mais j'adore l'équipe de Chicago, j'adore leur ligne offensive et Kataï en fait partie. Et même s'il est vraiment irrégulier, c'est un joueur qui a un talent incroyable. Et j'adorerais le voir, tu vois, plutôt qu'un Pozuelo, qu'un Acosta ou quoi que ce soit. Ouais, on a tous un choix un peu du cœur, tu sais, un choix où genre tu l'as mis parce que tu l'aimes bien et tu sais qu'il y sera pas vraiment, mais ça en fait oui, mais on n'est pas en train de deviner qui va être. Hein. On est juste en train de donner notre 11 à nous. Ouais, non, mais genre, tu vois, genre, c'est un peu une pas fit, tu vois, genre, Kataï milieu gauche, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais voilà, c'est juste un joli cœur. J'adore ce mec. Et, enfin, je le mettrais n'importe où sur n'importe quel aile, là où il y a de la place. Mais justement, mon milieu à 3 laisse un peu de la place pour un quatrième gars qui peut se balader. Et ouais, j'aimerais bien beaucoup Kataï. Adi, est-ce que tu as un petit mot à dire sur que ce soit Dos Santos ou Kataï? Non, en fait, c'est un bon choix. Le problème avec Kataï dans un 4-3-3, c'est vrai que tu as ce qu'il faut défensivement. Non, mais ça peut être un bon choix. Il est capable de jouer un peu au centre, même s'il a plus tendance de jouer un peu sur le côté. Mais il est capable de jouer au centre. C'est un très bon joueur. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez constant. C'est le petit problème de Kataï, mais c'est un excellent joueur. Pour Dos Santos, c'est une valeur sûre. Un excellent joueur aussi. Je suis 100% d'accord avec toi. La seule chose, ouais, comme on a nos préférés, moi, j'aime ce que j'aime un peu moins. J'aime pas trop le Galaxy. Donc, c'est assez rare que je choisisse quelqu'un de Galaxy. Bon, il y a 2-3 joueurs que j'aime bien, mais je suis pas très Galaxy, moi. Moi, j'en ai choisi aucun aussi. J'en ai choisi aucun des Galaxies. Moi, j'en ai un autre qui arrive. Je ne dirais pas son nom, mais voilà, il y en a un autre qui arrive et qui est assez logique. Mais on va parler justement, on va enchaîner, on va parler de ses offensifs. On va parler de ses offensifs et puis c'est quoi? Je vais laisser la parole à Léo cette fois en premier. Léo, quelle est ta ligne de 3 joueurs offensifs? Bon, le premier, il est évident. C'est Carlos Vela. On peut pas passer à côté. C'est un des meilleurs attaquants ou ailiers, tout ce que tu veux, un des meilleurs éléments offensifs de l'AFC et de MLS cette saison. Il a porté l'AFC en playoff l'année dernière, même s'ils sont fait sortir par Real Salt Lake. Pour moi, il a évidemment sa place. Après, en attaquant pur, je vais mettre quelqu'un que Adi doit pas trop apprécier, mais je vais mettre Josie Altidore. Oh non. Parce que, bon, l'année dernière, ils ont fait une saison pas terrible, mais il a joué 13 matchs, il a marqué 7 buts en 13 matchs. Cette saison, c'est 5 buts, 3 passes décisives en 7 matchs. Vraiment, pour moi, c'est un tueur offensivement.
Et en fait, cette idée de pick d'Altidore, il est un peu particulière, c'est parce que moi j'ai voulu mettre un joueur de chaque équipe, genre pas mettre trop de LAFC, trop. Donc je me suis dit on va prendre un joueur de chaque joueur pour parler un peu de chaque équipe. Et je me suis dit Altidore, bah c'est vraiment le mec. Il a porté Toronto en 2017. Je me suis dit voilà, 2018 il s'est un peu raté, il était blessé. Cette saison il revient bien. Je me suis dit ouais, je pense il peut avoir sa place. En plus, genre pour recevoir des gros centres d'Ariola ou de Salinas, mettre des gros coups de boule. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et à droite, bon, c'est le choix du cœur. J'ai mis Darwin Quintero, qui est loin d'être le meilleur joueur de Minnesota, bien que ce soit le meilleur buteur parce qu'il tire les pénaltys. Mais voilà, pour moi, c'est la fin de saison qu'il a fait l'an dernier, c'était genre juste incroyable. C'était genre juste le match contre Toronto où il met des lobes, des frappes à 25-30 mètres. Pour moi, c'est la MLS, quoi. C'est des trucs où tu dis, mais pourquoi il a fait ça, quoi? Genre, pourquoi il va tenter un lob à 30 mètres, quoi? Voilà, c'est mon choix du cœur. Je suis assez. Altidore, je trouve que c'est pas bête avec Vela, justement, parce que ça peut faire un peu attaquant de pivot, comme il joue souvent avec LAFC, avec Ramirez ou Diomandé. Par contre, Quintero, je trouve que l'année dernière encore était super bon, mais cette année, à part les 3 ou 4 premiers matchs de la saison, après, il est vraiment. Je crois qu'il est même plus dans le 11 parfois, ces derniers matchs. Là, il était titulaire contre Houston. Alors, j'aurais pu mettre un Ellis ou un Manotas, mais j'ai trop de respect pour Dallas pour mettre ces gens-là. C'est comme moi qui met aucun joueur Toronto. Toi, oui, tu voilà, mets aucun joueur de Houston, je comprends. Mais un peu, ouais, je te comprends. Mais je crois que vraiment petit à petit, il a un peu perdu sa place à certains moments, Quintero, et je comprends pourquoi. Il était un peu transparent à certains matchs. Adi, qu'est-ce que tu penses de ces choix? Bah, j'aime bien. C'est propre à Léo. C'est propre à Léo qui aime faire un peu différent, un peu hipster. Il est comme ça. On l'aime comme il est. Non, mais non, c'est logique. Je vois la logique. Écoute, Altidore, oui, il joue pour Toronto. C'est vrai que je l'ai pas dans mon cœur, mais écoute, c'est indéniable. Son talent, il est là. Le problème, c'est qu'il est très souvent blessé. Et pour moi, malheureusement, je vois pas que quelqu'un aussi blessé que ça mérite une place dans ce match de gala-là. Moi, je veux quelqu'un qui est là, qui sort à chaque semaine, puis qui se donne à fond, et non pas quelqu'un qui est blessé le 3/4 de la saison. Moi, c'est comme ça que je le vois, vraiment objectivement, sans penser à Altidore spécialement. Là. En vrai, si Piatti pouvait être attaquant, je l'aurais placé. Vraiment. Si Piatti aurait été attaquant, je l'aurais placé. J'ai pas pu parce qu'il est milieu gauche, parce qu'il est placé comme milieu sur la MLS. Mais s'il était attaquant, je l'aurais placé comme attaquant et ça aurait été ma ligne d'attaque avec Vela, Piatti, Quintero. Effectivement, c'est vraiment bizarre qu'ils l'ont mis en milieu puis ils mettent Vela en attaque. Pourtant, c'est le même poste, sauf que Vela est à droite et puis Piatti est à gauche. Mais en tout cas, ils l'ont pas vu comme ça. Ou bien ils connaissent pas l'impact. Bon, de toute façon, on sait tous qu'Adi va mettre Urruti comme buteur. Non, on va pas commencer à parler d'Urruti, en tout cas, parce que vraiment, je m'énerve assez sur les réseaux sociaux comme ça, là. Mais moi, je l'aime bien, Urruti, puis je le dis, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Juste pour revenir vers le All-Star, de toute façon, il ne faut pas chercher trop de logique. Oui. Donc, c'est pas très grave. Toi, Adi, tu es parti pour qui était ton trio de... Écoute, moi, encore une fois, je vais sur l'année, sur 2019 seulement. Et pour moi, je vais pas être très original du tout, en fait. Mais pour moi, je vais choisir les 3 meilleurs, selon moi, cette année. Vela à droite, Albert Ellis à gauche, puis Ibrahimovic en attaque. Pour moi, c'est juste logique de voir ces 3 joueurs-là. Ibra, c'est Ibra. Je suis pas quelqu'un qui l'aime spécialement, mais il est juste extraordinaire. Vous croyez vraiment qu'il va le jouer cette saison, le MLS All-Star? Parce qu'on se rappelle de 2018 quand même. Où il a fait non, j'ai pas trop envie de le jouer, je me prépare pour le championnat. Du coup, il a été suspendu le match d'après contre les Rapids. Il a pris 10 jours de vacances. Celui-ci est sur de la pelouse. Je crois que l'année dernière, c'était du synthétique. Là, c'est sur de la pelouse. C'est en Floride, c'est chill. C'était Atlanta, je crois. C'était au Mercedes-Benz Stadium. Donc, c'est ça. Ouais, pas cette année, effectivement. Donc, moi, Adi, je suis allé avec exactement la même attaque que toi, parce que je suis complètement d'accord, c'est juste les 3 meilleurs attaquants de ce début de saison, et genre, à la limite, j'aurais pu mettre Martinez pour l'année dernière, mais pas vraiment envie de mettre des mecs d'Atlanta. Donc, ouais, non, franchement, Vela, il est incroyable. Tu disais, Léo, c'est le meilleur joueur de la MLS en ce moment. Ellis, c'est un peu aussi pour... parce que c'était pour le début de saison d'Houston. Oui, et puis Houston est très rarement mentionné en plus
c'est rarement une équipe qui a les projecteurs dessus et ça se comprend. Et la première mi-temps qu'il fait, Aspect. contre Dallas, elle est genre juste incroyable. Hein. J'avais rarement vu Houston jouer comme ça. Hein. J'avais rarement C'est un vu. joueur tellement explosif, tous les attaques de Houston. Et puis Ibra, je suis d'accord avec toi, Adi, je suis pas le plus grand fan de Ibra, mais Ça c'est reste Ibra. Hein. Ouais, voilà, il marque quand même des buts incroyables et puis parfois il sauve Los Angeles vraiment à lui tout seul. Donc je comprends tes choix et j'ai mis exactement les mêmes. Parfait. Est-ce qu'on se fait un 11 Culture Soccer? On joint nos pics ensemble et on se fait un 11 Culture Soccer? Ça va être tellement compliqué. Donc on met Frey au goal, j'imagine. Bah oui, parce que vous êtes 2 contre 1 là, donc c'est sûr. J'ai écrit tout, mec, mais j'ai pas écrit les défenseurs. Zimmerman, je crois qu'on était 2. Zimmerman, il y est, je pense. Zimmerman et Métanier, on est 2 à les avoir mis. Donc, ça, c'est bon. C'est le 3e. On avait le choix entre Diallo. Toi, tu avais mis Brad Smith, Antoine. Ouais. Puis Léo, tu avais mis Bessler. Aaron Long et Parkhurst. Donc, je pense que si on joue sur la saison 2019, aucun de ces 3 que j'ai cités ne peuvent rentrer dedans. Vraiment aucun. Moi, sérieusement, moi, je vois vraiment Diallo. Là. Je sais pas si vous avez vu des matchs de Diallo, mais vraiment, c'est... Je vais mettre Diallo parce que de toute façon, si tu as Brad Smith sur un côté, ça veut dire que tu joues à 3 défenseurs, à 2 du coup. Donc, il faut peut-être un défenseur central. Donc, t'as Métanier. C'est ça. Qui joue aussi super haut. Donc, si tu mets Métanier et Smith dans la même équipe, comme j'ai fait, c'est assez suicidaire. On va faire un milieu avec... Vas-y, toi qui les avais tous notés. Kay, je pense on est 2 sur 3 à l'avoir mis. Lodero aussi. Et Bedoya, on est 2. Donc, les trois sont déjà choisis pour nous. Il reste juste un 4e. Logiquement, si tu as Kay et Bedoya, logiquement, centraux, puis Lodero à droite, il faut un gauche. Toi, Salinas? Non, t'as mis... Moi, j'avais mis Salinas, moi, à gauche. Ouais, après... moi, j'avais mis Katai. Et toi, Adi, t'avais mis Kay, mais du coup, Piet. Ouais. Et j'ai Salinas et Katai. On peut mettre Salinas. Katai, on met Katai. Ouais, on peut mettre Katai, moi, ça me va. Bon. Elle a de la tête, Et l'attaque, l'attaque, elle est facile, hein. L'attaque, elle est facile, hein. Elle est très, très facile, l'attaque. Il n'y a aucun choix à faire, hein. Vraiment pas, là. Et là, Ibra, Ellis. Ce qui est pas mal, en fait, avec notre équipe, c'est que tu penses que Lodero monte pas autant, donc il laisse de la place à Vela. Et puis de l'autre côté, en fait, ça fait carrément Ellis et Ibra en pointe. Et puis Katai à gauche, Vela à droite, Kay Bedoya au centre un peu. Kay Bedoya, Lodero au centre. En fait, c'est presque un 3-3-4. Ouais, mais pourquoi pas. Et là, ça défonce l'Atlético Madrid. Voilà. Facile, tranquille. Là, de toute façon, tu mets qui comme coach? Tu mets qui comme coach? Perso, j'aurais mis Bob Bradley, mais c'est tellement pas original que je me sens un peu mal. vous aurez je pense que moi j'aurais mis Bradley aussi. C'est pas que c'est pas original, mais c'est que. Pas moi. Pour moi, c'est Curtin. Rémi Garde? Non, c'est Curtin. Pour moi, c'est Curtin de l'Union. Ouais, parce que je pense pas que personne n'aurait cru que Philadelphie serait aussi haut dans le classement en 2019. J'aime beaucoup la manière dont il joue. Il a perdu un de ses meilleurs joueurs. Il a quand même su le remplacer. Marcos Fabian a été blessé pendant très longtemps, plus suspendu. Aronson a pu être remplacé. Si ce n'est pas du brio du coach, je pense que Philadelphie serait pas aussi haut. Je suis d'accord, mais tu vois, Philadelphie, c'est un truc qui s'est construit sur plusieurs années aussi, grâce à des joueurs formés, quelque chose d'une intelligence dans le recrutement. LAFC, je crois qu'on oublie, parce qu'il y a eu Atlanta qui passait par là, mais on oublie à quel point c'est dur une équipe d'expansion à gérer, niveau ego, niveau recrutement, tout ça. Et Bob Bradley a vraiment fait un taf incroyable dans sa première année, au niveau des sélections des joueurs, au niveau des égos et tout, parce qu'il a quand même de gros talents dans cette équipe et il a une profondeur de banc qui est incroyable. Il fait vraiment bien jouer son équipe, même si Vela en est grande partie responsable. Mais le problème, c'est que quand tu as autant d'argent qu'à l'AFC, tu sais... Avec Atlanta, c'est un peu facile. Hein. C'est quand même un peu plus simple pour Bob Bradley de venir et puis avec cette tonne d'argent-là, amener des joueurs tellement talentueux. Je parle pas juste de Vela, regarde aussi. Regarde à Tuestat. Regarde Ramirez, regarde Ramirez. Ouais, il y a juste trop de talent et que, oui, Bob Bradley est un excellent... Ouais, c'est ça. Mais Ramirez est bon. Ramirez est très bon. Je suis désolé, Ramirez, vraiment bon là. Ce qui rate contre Dallas, c'est que ça crée un penalty. Moi, ça me tue. J'aime beaucoup Ramirez, mais je suis d'accord qu'il vidange pas mal derrière moi. Mais j'aime beaucoup Ramirez. Je suis d'accord avec toi. Genre, Curtin a plus. Je comprends qu'il soit plus
on va dire, plus authentique. Mais c'est juste que vraiment, parce que Tata Martino est passé par là, mais quand tu regardes, je sais pas, moi, regarde comment Minnesota galère depuis qu'ils sont en MLS, parce que même si tu pourrais dire, ça fait en un an, ils ont construit une défense, en un an, ils ont construit une attaque, mais en fait, ils ont toujours un coach qui est nul. Et donc, t'as beau être une expansion, c'est quand même super dur à créer, avoir juste, même avec une tonne d'argent, je trouve que c'est quand même un exploit ce qu'a fait Los Angeles l'année dernière. Ouais, Cincinnati, hein. mais regarde Cincinnati. Minnesota. Ouais. Même Ouais, malgré. Minnesota, parce que Xarian If est nul. Ouais, mais c'est ça, mais malgré le fait que East est nul, ils sont quand même 5 points et ils sont quand même 5e dans l'Ouest, puis ils sont à 5 points de Seattle. On s'entend qu'ils sont pas loin du tout, là. Ouais, non, mais on s'entend que ça fait 3 ans qu'ils sont en MLS. Ils ont pris 1 an pour reconstruire toute une défense, puis après 1 an pour reconstruire toute une attaque. Enfin, pardon, c'est le contraire. D'abord une attaque, puis une... Et puis ils ont fait un recrutement XXL quand même. Hein. Ouais, c'est franchement... Cette année. Ouais, en défense, Grégus, Opara, Alonso... Même l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient fait la même chose pour l'attaque, et cette année, ils ont refait ça pour la défense. Tu vois, donc alors que Bradley, en une saison, bam, il avait tout calé. Ok, le milieu était un peu chancelant l'année dernière, mais il est quand même allé chercher, tu vois, Lewin à un certain moment. Ouais, mais il est quand même aussi à gérer, tu vois, et bon, comme dirait l'autre, tant que tu marques plus que 2 buts que t'en prends, ça passe. Ouais, ben écoutez, comme vous voulez. Donc, Bradley, je pense, en tout cas. Ouais, mais Curtin. Donc, 2 contre moi. Donc, Bradley. Curtin, ça me dérange pas, en fait. Moi, Curtin, ça me dérange pas du tout. Tu vois, genre vraiment, tu vois, genre, ma touche hipster me dit de mettre Curtin parce que c'est un bon coach et je me souviendrai, bon, parce que je regarde beaucoup les matchs de Dallas, je me souviendrai que quand il a dit, bah, Dallas a fait une erreur, je l'ai exploité, on a gagné, ils sont revenus à 2-1, ils ont gagné 2-1 grâce à une erreur qu'on a fait nous de coaching et genre Curtin, il est arrivé, il a fait, ah, j'ai trouvé l'erreur, je gagne 2-1. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable, tu vois. Genre, il est arrivé, il a trouvé l'erreur en 10 secondes et il a fait bon, bah, je fais un changement tactique et hop, on va chercher la victoire 2-1. Et vraiment. Mais c'est ça, en plus, vous regardez les classements maintenant en 2019. Le seul intrus que. Parce que si on regarde par exemple dans l'Est, d'accord, on regarde DC United, on se dit, OK, juste sans avoir vu de match, on se dit, OK, il y a Rooney, il y a Acosta, il y a Arriola, il y a de bons joueurs. Il y a à chaque fois une raison logique qui est plus expliquée par des joueurs que par un entraîneur. Puis après, on regarde Philadelphie. Je suis désolé, tu vas pas te dire « Ah oui, il y a ce joueur-là ». Non, c'est un collectif, Philadelphie. Donc, pour moi, leur mérite revient à l'entraîneur. Tandis que tu regardes à l'AFC, tu te dis « OK, c'est Vela ». Même si jamais tu n'as pas vraiment suivi. Tu regardes les Seattle. Bon, Seattle, c'est Seattle. Tu peux parler de Frey, tu peux parler de Lodero. C'est ça le truc, c'est que c'est la seule équipe dans le top 7, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, que tu sens qu'il n'est pas à sa place si jamais tu n'étais pas un grand connaisseur de la MLS. Tu sens qu'elle n'est pas à sa place. Et pour moi, ça revient au coach. Là, je suis assez d'accord. C'est juste que je trouve que le travail de Bradley est souvent sous-estimé à cause de la quantité d'argent, mais je voulais juste redire que c'est pas banal ce qu'il a fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est excellent. Je pense que c'est un super meneur aussi. D'ailleurs, en parlant de Seattle, je trouve que Schmetzer est putain de sous-estimé, mais ça, c'est un débat. Oui, ça aussi. Non, mais ça aussi. Ça aussi, on peut en parler, mais oui, effectivement. Mais de toute façon, je ne le mettrai pas en. Effectivement, on peut en parler, parce que le début de saison qu'ils font aussi, c'est en partie, les fins de saison qu'il fait, c'est en partie grâce à lui. Hein. Bah oui. Mais bon, on va dire Curtin. Donc, voici notre équipe. Stephen Frey de Seattle. Dans les buts, Métanière de Minnesota, Zimmerman de LAFC et Diallo de l'Impact de Montréal en défense. La ligne des milieux de terrain, Katae de Chicago, Kay de LAFC, Bedoya de Philadelphie et Lodeiro de Seattle. Et ensuite, en attaque, Ellis de Houston, Ibra du LA Galaxy et Vela, bien entendu, LAFC. Donc, LAFC qui est quand même plus représenté que les autres, avec 3 joueurs. Et puis après, Seattle avec 2. Et je crois qu'après, c'est un membre de Houston, du Galaxy, de Chicago. Ce qui est amplement logique. LAFC qui soit représenté autant, c'est la meilleure équipe de la MLS. Donc, pour moi, c'est logique. Très, très d'accord. Et une dernière petite question avant de passer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Imaginez que demain, vous vous réveillez dans le corps de Don Garber, le commissaire de la Ligue, et que vous pouvez offrir 2 places à 2 joueurs de la MLS pour un peu en tant que les choix du commissaire. Donc, vous pouvez y aller à un niveau complètement hipster, sélectionner qui vous voulez. Et ça peut être un choix complètement du cœur ou un choix pour un peu commémorer une carrière. Pour qui vous y allez? Je ne sais pas si tu préfères commencer, Léo. Non, je ne vais pas commencer parce que là, je suis en train d'y réfléchir. Je vais commencer. Rimando, juste parce que il aurait dû être là chaque année. Et Wondolowski, parce que je l'adore.
Ouais. Ah, mais je pense que j'ai posé un peu cette question sans y réfléchir à moi-même. Donc je t'avoue que j'aurais sûrement pris Wondolowski aussi. Et je pense qu'il y a des chances qu'il y soit. Parce que voilà, pour ce qu'il a fait. Et comme c'est sa dernière. Enfin, il n'a pas encore annoncé que ce soit sa dernière saison, mais ça m'étonnerait pas que ça le Ouais, ça soit. m'étonnerait pas quand même que ça le soit. Donc ouais, je prendrais définitivement Wondolowski. Puis je suis en train de réfléchir à un autre, peut-être un jeune. Je sais qu'il avait pris Davis l'année dernière, par exemple. Donc s'il y a un jeune qui est sur le point de partir en Europe, j'ai pas trop d'idées, mais ça pourrait être aussi sympa de l'amener. Bah, peut-être Aronson. Aronson serait. Moi, ça m'étonnerait pas de le voir là. Il est tellement bon avec Philadelphie, c'est ridicule, là, Aronson. Mais bon, après, si j'avais le choix, je prendrais Break Shea, juste pour la classe. Juste pour le swag. T'es un juste- homme de goût, toi. T'es un Voilà, homme de c'est goût, ça. t'es un vrai. T'es un vrai. Juste pour les cheveux, c'est pour ça qu'il le prend là. Alors Léo. moi, si je suis le commissaire, je prends deux joueurs. Je prends Sacha Kljestan parce que c'est le premier qui m'a fait aimer la MLS quand il joue au Chivas. Et puis en Et qui plus, joue il est maintenant. à Orlando, donc c'est pas mal. Il est à Orlando. Il jouerait à domicile. Et le dernier, je prendrai un petit jeune, je prendrai Paxton Pomical. Voilà. À Dallas, Ok. parce que voilà, Très bon choix. parce que si on doit prendre un jeune, pour moi, c'est celui qui doit être pris. Non pas parce que je suis partisan du FC Dallas, parce que sinon j'aurais pu citer tout le monde, mais parce que je trouve que c'est un des meilleurs jeunes, alors qu'à Fila, il y a aussi des bons joueurs. À voir si d'ailleurs, ça serait peut-être pas sympa qu'ils choisissent un mec du collège soccer. Ça peut toujours être intéressant parce que vu comment ça se fait tenser ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les jeunes qui jouent de moins en moins, pourquoi ils en prendraient pas un, je sais pas. Vu que c'est lui qui adore et qui veut continuer à garder cette magnifique cérémonie début janvier pour choisir les draftés, peut-être. Même si je pense pas du tout. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est possible. Par contre, un joueur dont on a un peu moins parlé, c'est Mihailovic aussi, qui serait quand même pas mal de Chicago, Ouais. qui fait quand même un bon début de saison et déjà international américain. Je sais pas, Et ça peut Bastian être intéressant. Schweinsteiger, hein. Bastian Schweinsteiger. Non, lui, on l'oublie. Lui, je Il pense peut qu'il jouer sera. défenseur, milieu défensif, gardien. C'est le mec, c'est l'homme à tout faire. Et bientôt, il va finir buteur, il va finir intendant, il finira entraîneur. Enfin, il y a le mec qui Et il a finira même, tout. Non, réussi mais à qualifier Chicago à la Coupe du Monde, donc c'est à quel point il est bon. c'est- Non, mais je pense qu'il sera choisi en vrai, parce qu'il est ultra populaire, donc je pense qu'il sera dedans. Moi, j'aurais aussi mis Maxime Morales, j'étais en train d'y penser, New York à New York City City, on en a cité aucun. Ouais. Ouais, c'est pour ça, Morales, je pense qu'il est pas mauvais, donc pourquoi pas. Il est Enfin excellent, bref, même, Morales. on va passer à la Coupe du Monde du vin, sauf s'il y a quelque chose d'autre à dire. Non, je sais pas grand-chose. Non, tout est parfait. Parfait, bah, c'est très sympa en tout cas. La Coupe du Monde U20, parce que tu parlais justement de tous ces de tous ces jeunes américains. On va y passer tout de suite. Elle a commencé avant. Nous sommes en train d'enregistrer le dimanche, donc elle a commencé en fin de cette semaine et elle se continue les prochaines semaines. Il y a pas mal de gros pays qui sont annoncés. On parle de l'Argentine qui est définitivement dans les favoris. On parlait de la France, même si tu nous le disais un peu en off, le premier match a été compliqué. Le Portugal, Il qui y est très a bon. Portugal aussi, ouais. On parle pas du Canada parce que malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Non, mais juste pour que ce soit clair, si on n'en parle pas trop, Ouais, c'est parce qu'ils sont pas effectivement. qualifiés. On n'est Ils pas en sont pas train juste de qualifiés. les Dommage, utiliser. parce qu'ils ont une sacrée belle équipe. Donc, on va parler aussi, surtout, parce qu'on est sur Culture Soccer des États-Unis. Et toi, Léo, tu as pu un petit peu, enfin, tu t'y intéressais. Avant de parler du match d'hier, est-ce que tu peux me dire donc quel objectif à les États-Unis, puisque comme je le disais, ils ne sont pas non plus dans les favoris, dans les annoncés favoris comme l'Argentine, la France ou autre. Je pense que le but donc de la Coupe du Monde cette année, c'était de faire comme celle de 2017 et celle de 2015, c'est-à-dire faire au moins un quart de finale. Je pense que c'était le but annoncé. En plus, surtout que Tab Ramos, le sélectionneur, est allé chercher des joueurs confirmés comme Timothée Weah, qui a joué au Celtic, qui a gagné 2 titres cette année avec le Celtic et le PSG. Et selon moi, c'était le but annoncé, surtout qu'ils avaient amené une sélection qui était assez intéressante. On va en parler juste après. Mais vraiment, c'était le but. C'était vraiment de se qualifier après avoir battu le Mexique en finale de la qualification. C'était vraiment, je pense, un quart de finale, surtout que le groupe annoncé était quand même assez intéressant et était assez ouvert de base. Et il fallait éviter la France. Donc voilà. Ben, on va en parler. C'est vrai que tu as parlé de Tim Weah, qui aurait pu être sélectionné pour la Gold Cup, mais qui a préféré, lui, choisir la sélection U20, parce que je pense qu'il est quand même dans le groupe depuis très longtemps. Par contre, juste pour que les auditeurs ne soient pas surpris, voilà, pas de, par exemple, Pas de Sargent. Tyler Adams. Pas de Ouais, Tyler pas de Adams. pas Sargent, pas de McKennie. Pas de McKennie.
Voilà, tous ces joueurs. Ils ont un réservoir extrêmement important. Voilà, parce que tous ces joueurs sont à la Gold Cup avec Greg Berhalter. La Gold Cup, dont on pourra bientôt d'ailleurs sur Culture Soccer. Mais donc voilà, à part donc Tim Weah, est-ce que tu as des joueurs qu'il faudrait particulièrement suivre dans cette compétition? Alors il y en a quelques-uns. Il y a Serginho Dest qui joue avec les équipes de jeunes de l'Ajax, par exemple. On a Chris Richards qui a été acheté par le Bayern de Munich en provenance après avoir été prêté 6 mois par Dallas. Ils l'ont acheté 1 million 25. Il y a au milieu de terrain Alex Mendez. Lui, on va en parler parce que vraiment, il est parti cette année, en début d'année, à Fribourg dans les équipes de jeunes alors qu'il jouait au LA Galaxy. Vraiment, pour moi, c'est une des gros points d'interrogation et c'est une des plus grosses erreurs qu'a fait les Galaxy parce qu'ils ont vraiment des bons jeunes. Ils ont aussi perdu Ulysse Yanez qui est parti à Wolfsburg. Et d'ailleurs, ils ont viré leur responsable de l'académie. Je me souviens plus du tout de son nom parce que du coup, il avait raté complètement ses transferts et les Galaxy voulaient vraiment garder ses jeunes. Et ils sont partis en Allemagne. Et vraiment, quand je vois par exemple que juste après, ils achètent Joe Corona, je me dis un mec comme Alex Mendez, il aurait fit parfaitement avec la stratégie de Schelotto, de Schelotto. C'est vraiment un milieu extrêmement intéressant. Vraiment, ça m'a vraiment inquiété. Après, bon, en termes d'autres jeunes qu'on peut citer et qui sont extrêmement intéressants, on a Conrad de la Fuente qui joue avec Barcelone et qui a été un gros point d'interrogation parce que personne ne le connaissait. Et ensuite, on avait, bien sûr, Tim Weah et un petit peu Paxton Pomical pour ceux qui suivent la MLS. Mais vraiment, voilà, il y avait quand même du beau monde qui arrivait pour les États-Unis et vraiment, ils s'étaient affirmés comme étant un possible outsider. Ouais. Bien loin des Portugais, bien loin des Argentins, même si je pense que l'Argentine est un peu moins forte, mais même de la France, parce que la France a énormément de bons jeunes et d'individualité. Mais vraiment, je pense qu'il y avait il y a la place pour être un très bon outsider. J'aimerais juste ajouter, j'aime beaucoup tes choix, Léo. Moi, j'aimerais ajouter, il y a des joueurs qui, pour moi, sont des joueurs un peu de l'ombre de cette équipe U20 des États-Unis, mais moi, j'adore Chris Durkin. Je pense que ceux qui suivent ce que j'écris depuis même du temps où j'avais MLS en folie, même avant Culture Soccer, j'ai toujours parlé de Chris Durkin. Pour moi, c'est un joueur extraordinaire, tellement intelligent, en numéro 6. Et je l'adore, ce gars-là. Et puis, il y a Mark McKenzie qui était sur le banc lors du premier match des États-Unis, qui est aussi à Philadelphie et qui est pour moi un excellent défenseur central. Ces deux joueurs, après, c'est bizarre que tu n'aies pas parlé de Serio, qui fait un début de saison Serio, excellent. c'est un peu le mec qui est arrivé et qui a pris la place. Disons que pour moi, il jouera pas en fait. Ça sera le deuxième choix derrière Durkin et ça a été annoncé, c'était une évidence. Il a été pris juste pour son très bon début de saison, mais pour moi, Durkin est supérieur à Serio parce que Tab Ramos, il aime bien utiliser toujours les mêmes joueurs, le même schéma, le même groupe. C'est pour ça qu'il a fait appel à Chris Richards, c'est pour ça qu'il a hésité à faire venir Andrew Carleton, mais qui finalement l'a pas sélectionné. Parce que il a pas trop joué, parce qu'il a pas pu être là pour la sélection, pour la qualification U20, parce qu'il avait été décidé d'être gardé par Martinez, par le coach d'Atlanta. Et du coup, Ramos, il a toujours utilisé vraiment le même groupe, tu vois, pour créer des alchimies. Et c'est pour ça que Serio, pour moi, ce sera pas cette année qui jouera en fait. C'est peut-être dans 2 ans, mais cette année, c'est presque impossible selon moi. Par exemple, Brandon Servagna qui est titulaire, alors qu'il est même pas titulaire avec Dallas, qui est titulaire en Coupe du Monde du 20, alors que Serio par exemple l'est. Voilà, c'est vraiment plein de choix qui font qu'en fait, Ramos il utilise tout le temps la même tactique, le 4-3-3, et vraiment, voilà, Mendes, Durkin, Servagna, ça a été presque, c'est une des paires du milieu de l'année dernière, donc pour moi c'est évident. Je voudrais juste rajouter 2 noms aussi qui se font pas mal parler. Donc, il y a Yanez, ou Lanez, je sais pas comment ça se prononce, mais qui joue à Wolfsburg, qui est non pas dans les titulaires, mais qui aussi pourrait rentrer en cours de jeu. Et puis, Ledesma du PSV Eindhoven, je crois. Ouais, il me semble, Richard Ledesma. Il me semble qu'il était blessé et qui était titulaire au début. D'après ce que je disais, il était titulaire avant et puis qui a un peu perdu sa place en étant blessé, mais qui est quand même dans le roster et qui pourrait peut-être rentrer en cours de jeu lors de certains matchs.
Et on va parler justement de premier match qui a eu lieu donc il y a 2 jours face à l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Léo? Alors bon, moi je l'ai vu, match contre l'Ukraine qui sera, je pense, un des prétendants, pas au titre, mais qui ira dans les très grandes places parce que c'est une équipe qui a été, enfin, les USA ont perdu 2-1 sur 2 erreurs, enfin 2 erreurs de jeu. La première de Sergiño Dest qui a vraiment fait un très mauvais match, défensivement, qui a été pris à chaque fois dans le dos sur tous les duels aériens. Et ensuite sur un corner où il y a eu un but du défenseur ukrainien. Enfin, l'Ukraine, ils ont eu 2 erreurs, ils les ont exploitées, ils ont tué le match, ils ont fait, 2 actions de but. Tu peux pas faire plus cruel. Alors que il y avait la place pour les USA qu'on vraiment, que j'ai trouvé assez intéressant dans les transmissions, dans les combinaisons. À chaque fois il y avait des belles combinaisons. Par exemple, le but de l'égalisation entre Sergiño Dest, Pau Mikal, Tim Weah qui sert Brandon Servagnac pour l'égalisation. C'était vraiment bien. Mais il y a un gros souci dans cette équipe des USA, c'est qu'il n'y a pas de neuf. En fait, il n'y a pas de neuf. Tim Weah, en fait, ne joue presque pas neuf. En fait, il joue ailier gauche. C'est Sergeant qui jouait un petit peu neuf, non? Avant, oui. Oui, c'était ça. Et en fait, je sais pas. Alors que cette équipe, il y avait un jeune, par exemple, qui s'appelait Jesus Ferreira, qui a failli être sélectionné, mais qui a pas eu ses papiers à temps pour être sélectionné, pour avoir le visa qui aurait pu jouer en pointe. Et des fois, c'était Paxton Pomykal qui était en pointe. C'était Paxton Pomykal le buteur, alors qu'à la place, c'est un milieu relayeur 10 qui peut jouer ailier. Et en fait, je sais pas. Il manque ce mec un peu clinique qui peut tuer le match. Voilà, après, bon, il y a eu la grosse surprise, c'est Chris Gloucester qui a fait un match incroyable en tant que latéral gauche, vraiment au coffre de jeu, le défenseur d'Hanovre. Et vraiment, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait comme match. Il aurait pu même à un moment marquer presque tout seul. Genre, il a fait un tout droit sur le terrain, il a doublé, je crois, 3-4 joueurs de l'Ukraine. Il a fait un grand pont sur le dernier défenseur ukrainien. Heureusement, le dernier défenseur a fait une faute, genre pour prendre un carton jaune. Mais vraiment, cette action, ça montre que bon, il y a du potentiel et ça peut aller loin, mais il va pas falloir perdre dès lundi. Donc, je pense que dès lundi contre le Nigeria, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Même si le Qatar risque de faire un peu tampon et il risque de donner pas mal de points pour le meilleur troisième, pour la place du meilleur troisième, mais ça risque d'être compliqué et il y aura déjà une finale dès lundi contre le Nigeria. Donc, ça va être compliqué. Ouais, moi j'aimerais mentionner dans les autres résultats, il y a quand même, j'ai pas suivi trop la Coupe du Monde, mais je vois quand même quelques petites surprises. Par exemple, je trouve vraiment bizarre de voir que la Nouvelle-Zélande batte le Honduras 5-0. Pour moi, c'est un peu venu de nulle part. Et puis, c'est ça, il y a des petites surprises à droite et à gauche. Par exemple, la France qui a battu l'Arabie Saoudite, qui a eu un carton rouge. La France n'a gagné que 2-0. Je trouve ça assez bizarre. Portugal qui a du mal à se défaire de la Corée du Sud en gagnant 1-0. En tout cas, c'est assez bizarre. Ça fait changement de ce qu'on voit chez les adultes où effectivement les programmes de jeunes dans certains pays sont beaucoup plus avancés que dans d'autres, même si dans les autres pays, l'équipe senior est plus avancée que l'équipe senior des autres. Donc c'est vraiment bizarre, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même assez excitant de voir ces compétitions-là. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour de la compétition, mais c'est vrai qu'il y a des beaux espoirs dans les États-Unis, mais qui, du coup, sont un peu contrariés par cette première défaite, comme tu le disais, Léo. Est-ce que tu as un dernier point que tu aimerais couvrir avant Ce qui me fait rire, c'est que ouais, du coup, Mackenzie était sur le banc et le défenseur qui l'a remplacé, c'est Aboubacar Keïta, qui joue en USL League One au Richmond de Kickers, qui est titulaire là-bas. Donc c'est assez sympa de voir un mec qui joue en 3e division américaine devenir titulaire pour la Coupe du Monde du 20. Je trouve ça sympa et je trouve ça assez cool. Mais voilà, j'espère qu'ils vont se qualifier parce qu'ils le méritent. Ils ont une belle équipe, ils ont des bons jeunes et je pense que ça serait bien qu'ils aillent le plus loin possible. Surtout que après quand je vois que le Mexique perd contre l'Italie, donc même si l'Italie a de très bons jeunes d'après ce que j'ai vu, dont je me suis un peu renseigné, mais voilà, c'est un peu bête cette défaite contre l'Ukraine qui, je pense, tue pas mal d'espoir pour finir premier, mais vraiment un match nul aurait été presque normal, mais ils ont été meilleurs, ils ont été beaucoup plus forts en fait. Ouais, je comprends. Ça arrive, hein. On espère qu'ils vont se reprendre du coup. Et comme tu parlais, ouais, c'est marrant, les divisions inférieures, que ce soit la D3, comme tu le disais, avec les U20, mais aussi on a vu récemment il sera sûrement pas dans les derniers pour la Gold Cup, mais on a vu des joueurs, un joueur du USL, Gutman, se faire prendre par les États-Unis pour la Gold Cup. Et puis on a avec
les équipes caribéennes qui sont aussi en Gold Cup. On aura pas mal de joueurs de D2 et D3, donc ça fait très plaisir de voir un petit peu nos championnats qu'on suit tous les jours se faire représenter dans les compétitions internationales. Merci beaucoup de suivre la U20, la Coupe du Monde U20 pour nous, et merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Léo. Merci à vous de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci. Et Adi, merci beaucoup d'être été présent aussi, d'avoir représenté un petit peu Montréal pendant notre sélection All-Star. Merci à toi, Anthony, de faire une si belle animation. Ça me fait toujours plaisir. C'est pas Anthony, donc Antoine. Tu commences mal. Non, parce que je parle. Le pire, c'est que je pense à Anthony parce que je ne dois pas. Je pense à Anthony, comme quoi je dois lui parler aujourd'hui. Et puis, c'est ça, j'ai dit Anthony. Antoine, merci beaucoup pour l'animation. C'était magnifique, comme d'habitude. Léo, t'es extraordinaire. Anthony sera de retour dès la semaine prochaine. De toute façon, on va parler un petit peu sur Culture Soccer. Restez bien à l'écoute puisqu'on parlera bientôt de grosses compétitions internationales, la Coupe du Monde féminine, mais aussi la Gold Cup qui arrive bientôt. Donc on a hâte de vous présenter tout ça et puis bien sûr de nouveaux articles comme d'habitude, disponibles sur notre site. N'hésitez pas à nous mettre une note sur votre plateforme d'écoute ou à nous suivre sur Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Merci à tous et on se retrouve bientôt. Ciao.